À quoi rêvent les martyrs est le dernier livre publié aux éditions Le Temps qu'il fait, de l'écrivain Daniel Morvan, dont l'œuvre poétique et engagée est profondément marquée par l'imaginaire breton. Jeudi 29 janvier 2026, Daniel Morvan était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son 3e roman, une fiction basée sur des faits historiques et en même temps un acte inestimable de transmission qui explore les thèmes de la résistance, de la mémoire et du sacrifice. La rencontre était menée par Tristan Rouquet, politiste chargé de programmation scientifique et de médiation culturelle au musée départemental de la résistance et de la déportation. Bonne écoute. Bonsoir à tout le monde. Merci pour votre présence à cet horaire un peu inhabituel et horaire qui est dû à, on va dire, un petit décalage d'une heure que j'ai proposé, puisque cette rencontre est dans le cadre de 2 rencontres à l'occasion de la création à Toulouse de cet opéra, La Passagère, qui joue ce soir, et nos amis y assisteront. Et celles et ceux d'entre vous qui en ont encore la possibilité, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment... C'est un moment formidable, enfin c'est difficile de dire formidable pour le sujet évoqué dans La Passagère, et à la fois dans le livre, dans le film de Munch, et puis dans cette adaptation par le musicien polono-russe. Mais c'est vraiment, voilà, si vous avez encore de la place, n'hésitez pas. Je crois que c'est un peu difficile d'en trouver, je crois que c'est un peu blindé comme on dit vulgairement. Donc à l'occasion de cette création, j'ai aussi sollicité, et un peu à la demande de la direction du Capitole et de Christophe Gristi, j'ai sollicité le musée de la Résistance et de la Déportation et Tristan Rouquet, qui a volontiers accepté de coordonner avec nous ces deux soirées. La première, c'était vendredi dernier avec Paul-Bernard Nourreau, et Tristan était ailleurs, voilà, à Paris, pour défendre ses propres recherches, et merci, recherches qu'il était venu présenter ici au mois d'octobre, c'est ça, je ne me trompe pas. Et voilà, et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un autre type de publication autour de sujets concernant la guerre et la déportation. Et c'est donc Daniel Morvan que j'ai invité pour ce roman publié chez notre ami Georges Monti, non loin d'ici, À quoi rêvent les martyrs, qui est une lecture que j'ai faite au mois de décembre, et tout de suite appelé Georges pour inviter Daniel Morvan, qui vient au bout du compte de très loin, parce que venir de Nantes, c'est pas une sinécure, venir de Nantes à Toulouse, hein. Donc voilà, la Bretagne est loin. Merci, il y a des avions. Merci d'avoir fait le chemin. On va découvrir avec vous, vous allez nous aider avec Tristan à découvrir ce livre fait de... Bon, voilà, peut-être laisser Tristan le faire découvrir lui-même. Voilà, et je vous remercie encore d'être parmi nous. On y va, Tristan ? Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour écouter Daniel Morvan au sujet de son livre « À quoi rêvent les martyrs ». Merci beaucoup à la librairie Ombre Blanche de l'accueil. Daniel Morvan, vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, pas seulement des ouvrages de fiction, il y a aussi de la poésie dans votre bibliographie. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est le premier ouvrage que vous signez sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît ? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Je crois bien que c'est le premier. Je m'étais pas trop posé la question. J'ai traité la période de mai 68 du point de vue des campagnes bretonnes, etc. Mais la Seconde Guerre mondiale, non, c'est la première fois que je m'y intéresse. Alors, toujours compliqué de présenter un roman parce qu'on ne peut pas révéler l'entièreté de l'intrigue. Le livre fait à peu près 200 pages. Elles sont très denses, il se passe beaucoup de choses. Ça démarre
Ça démarre au Royaume-Uni, dans le Kent, et ça se finit beaucoup plus loin. Ça passe entre-temps notamment par la Bretagne. L'intrigue initiale, c'est 3 pilotes qui ne sont pas anglais, mais qui vont aller bombarder des côtes bretonnes et qui vont se crasher. Et l'enjeu, c'est leur évasion à la suite de leur crash. On est fin septembre 1941. Et le bouquin file jusqu'en 1945. L'opportunité de ce crash, je veux dire, en termes d'intrigue, c'est aussi de croiser toute une série de personnages. C'était donc un premier ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale, et vous le dites, que ce soit dans le prologue ou à la fin du livre dans les notes, c'est une rencontre qui a été à l'initiative de cette création. Oui, effectivement, c'est la rencontre, on va dire, peut-être d'une sorte de civilisation mécanique qui est représentée par les pilotes de bombardiers qui viennent pilonner, c'est les premiers bombardiers à venir pilonner les bases sous-marines, notamment de Brest, de Lorient et en l'occurrence de Saint-Nazaire. Et donc, ces avions relativement vulnérables peuvent assez facilement se faire descendre, en fait. Et rapidement, donc en 1941, des réseaux d'évasion ont commencé à se constituer de manière quasiment spontanée. C'était finalement la première forme de résistance pour les Français qui étaient opposés aux propositions du maréchal Pétain. C'était pour eux la première manière finalement de traduire dans les actes leur opposition à Vichy. Voilà. Alors, autre rencontre en plus de la civilisation mécanique et celle de l'aviation, c'est une rencontre avec Maggie de Saint-Laurent, la fille de Marie de Saint-Laurent, qui est dans la fiction, parce que donc il est indiqué à l'entrée du livre, ce livre est une fiction inspirée de faits réels, et parmi les premiers faits réels dans lesquels vous avez pioché, c'est cette rencontre avec Maggie de Saint-Laurent qui vous a raconté l'histoire de sa mère. Oui, voilà. Donc un vieil ami, il n'aimerait pas que je dise ça, mais qui s'appelle toujours Robin Trauman, me parle comme ça, au cours d'une conversation, il me dit, tu te souviens peut-être de cette dame qu'on voyait quand tu venais nous voir, on était lycéens à l'époque, donc au cours d'une visite, j'avais pu croiser cette figure un peu impressionnante, une dame très grande comme ça, qui avait eu plusieurs vies. Bon, il me dit, tu sais que cette dame, elle est témoin de hauts faits de résistance. Et on vient de fêter ses 100 ans. Et donc, il me raconte un peu l'histoire du procès, voilà, de la création du réseau de résistance, du procès qui s'en est suivi. Et il me dit, bon, si tu veux, je peux te la présenter. Donc, évidemment, j'ai dit oui. Une dame centenaire, elle avait 100 ans. Et donc, je me suis rendu dans sa maison. Et elle a accepté de raconter un peu de manière comme ça, sans fil directeur particulier, comme les souvenirs lui venaient, comment elle a monté avec sa mère un réseau d'évasion d'aviateurs. C'était quand même pas rien. Elle avait quelque chose comme 20-25 ans. Et donc, l'idée du livre a commencé à ce moment-là, parce que cette histoire-là n'a jamais vraiment été racontée. Je crois que sa mère doit avoir une toute petite plaque quelque part dans un bourg breton, là. Mais bon, en dehors de ça, elle est complètement passée à la trappe. Elle n'a pas sa carte au Parti communiste. Est-ce qu'il y a un enjeu pour la mémoire en Bretagne ? Ça peut être un enjeu là, à cet endroit-là. Ouais. Alors, donc vous la tirez de l'oubli en dépit de son non-engagement au parti, mais sous un autre nom. C'est là où la fiction reprend le dessus. C'est Jeanne Kersin dans l'ouvrage. Et vous faites ce chassé-croisé entre la fiction et le réel avec un autre personnage central, celui de Gilberte Carman,
qui, au réel, est inspiré par Henriette Lebelzik. Voilà. Vous pouvez en dire un mot aussi ? Alors, sur quoi? Sur l'emploi de pseudonymes ou... Alors, ça, j'aimerais bien y revenir peut-être après sur D'accord. cette partition entre réel et Oui. fiction, mais peut-être sur déjà, vous avez travaillé à partir d'archives pour le cas de Henriette Lebelzik. Voilà, où est-ce que vous êtes allé fouiller? Sur quoi êtes-vous tombé à son sujet? Donc, effectivement, au départ, ça commence par une archive vivante, c'est souvenirs racontés par cette dame, Maggie de Saint-Laurent, Marie-Marguerite de Saint-Laurent. En réalité, je vais quand même dire un mot de ce qu'elle me dit, parce qu'elle ne me dit pas grand-chose en réalité. Donc c'est assez troublant le fait que le peu de choses... parfois, il suffit. Ce qui compte, c'est moins le contenu que le fait de le recevoir, quoi. Le fait que ce soit la personne même, quelqu'un qui a été témoin et transmetteur d'une réalité historique, d'une réalité, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut soupçonner d'avoir été quelque peu oubliée. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a tout le travail de documentation, notamment sur, en effet, Henriette Lebelzik, qui, elle, après quelque chose comme 42 mois de déportation, est revenue vivante, en fait, de Ravensbrück. Et sitôt revenue chez elle, en fait, elle a consigné tous ces souvenirs, ce qui fait quelque chose comme une trentaine de pages de souvenirs. Et ce qui me permet de coudre ensemble, finalement, des sources très, très différentes en réalité. Dans la mesure où ce manuscrit, ce texte de souvenirs a été déposé aux archives départementales de Saint-Brieuc, donc parfaitement consultable. Voilà. Alors effectivement, c'est un bon exemple de cette incarnation à travers le cas de Henriette Lebelzik, du fait qu'il y a témoignage dans l'immédiat après-guerre au sortir des camps pour celles et ceux qui en reviennent. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, effectivement, il y a un réveil de la mémoire, et notamment de la mémoire juive, à partir principalement des années 70, à la suite du procès Eichmann. Mais il y a, Annette Viviorca le souligne dans ses travaux, à travers le mot de Robert Antelme, une hémorragie d'expression qui existe dès 1945. Et là, c'est très bien dit à travers l'exemple des archives de Henriette Lebelzik. Et justement, il y a d'autres cas historiques, on y reviendra même, y compris des figures plus célèbres qu'on attache à la grande histoire, si tant est qu'il y ait des petites et des grandes histoires. Mais sur votre travail là d'écrivain, c'est que donc vous faites cet effort de documentation, et en même temps, on l'a dit, ces personnes-là ne portent pas leur nom d'état civil dans cette fiction. Comment vous avez travaillé, comment vous avez départagé, voilà, entre le réel, la fiction? Est-ce que pour Henriette, à partir de son témoignage, est-ce que vous importez certains éléments de son témoignage que vous mettez en italique dans le texte? Vous avez voulu inventer, comment vous en êtes sorti? C'est très compliqué. Il valait mieux poser le contrat de départ dès le départ, je veux dire, et dire je prétends pas voilà, à faire un travail d'historien, c'est un travail plutôt d'écrivain, enfin en tout cas d'imaginer l'histoire telle qu'elle a pu se dérouler. En tout cas, ce qui me paraissait important, c'était de non pas creuser, mais même ni me mettre à la place des personnages non plus, mais essayer de comprendre comment ils ont pu vivre les situations dans lesquelles ils étaient. Donc pour moi, c'est ça le sujet. Le fait historique extrêmement important, mais comment humainement on a pu vivre ça, comment on le vit de manière imaginaire, comment l'imaginaire façonne le réel quand on est dans ce type de situation d'enfermement total, de risque absolu, de prise de risque pour soi et pour sa famille, ce qui était le cas de Marie de Saint-Laurent, qui est donc la fondatrice de ce réseau, qui était elle-même
mère de 10 enfants. Donc, c'était vraiment un risque absolument colossal. Ils étaient parfaitement au courant du risque qu'ils prenaient. Même si une mère de famille pouvait se dire, pouvait se raconter, ouais, mais ils vont pas fusiller une mère de famille nombreuse, etc. Enfin bon, on peut toujours. Bon, c'était ça donc l'idée de prendre du recul par des pseudonymes. Ça pouvait être une manière enfin bon, peut-être un peu maladroite parce que personne n'est dupe en réalité. Vous le mettez dans le cœur du texte, même à certaines occasions, entre parenthèses, vous rappelez l'état civil de la personne. Assez souvent, je fais pas semblant d'avoir affaire à des personnages complètement fictifs. Je dis, bon, c'est un être de papier que je suis en train d'essayer de faire exister. Mais derrière le papier, il y a eu une personne réelle, une personne existante. Donc, je prends mes responsabilités, quoi. Après, c'est au lecteur et à l'historien de juger si le pari valait le coup ou pas. Alors le pari, il est bien organisé parce qu'à travers la trajectoire de ces 3 aviateurs qui se sont crashés, on voit une série de personnages, de situations qui nous amènent loin en Europe, d'événements aussi. Et donc évidemment, ces 3 pilotes ont survécu à leur crash, je pense que je peux le dire, ça apparaît dès le début de la fiction, sinon il n'y aurait pas d'enjeu. Les premières personnes, c'est le cas de Marie de Saint-Laurent, c'est le cas d'autres personnes qui prennent en charge ces aviateurs, sont pas forcément, vous le marquez, c'est très fin dans la fiction, sont pas des mêmes milieux sociaux. On a affaire d'une part à une noblesse désargentée, une aristocrate communiste, et en même temps quelqu'un qui tient un bistrot. Ces personnes-là n'étaient pas forcément vouées à se rencontrer en dehors de la guerre et pourtant se coordonnent pour mettre en place un réseau d'évasion. Oui, c'était pour toute la première partie du livre, au moment où on commence à écrire, et à chaque fois qu'on reprend la copie, on se dit, de toute façon, j'y arriverai jamais, etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Bon, j'y vais, mais bon, je sais que ça marchera pas, mais j'y vais quand même. Donc là, c'est souvent les bonnes idées qui arrivent à ce moment-là. Enfin bon, on essaie de se sauver d'une manière ou d'une autre en essayant de mettre quelque chose d'humain, ce qu'on imagine être le fond de l'humanité. Et là, en l'occurrence, ce fond de l'humanité, c'est le croisement, effectivement, des milieux sociaux. Comme je connais les lieux, l'endroit où ça se passe, je les connais bien. Je passais souvent dans le château du Leslar, où toute la première partie se passe. La rencontre d'une bistrotière, d'une baronne, etc., d'indicateurs de police. Bon, tout ça, ça m'a beaucoup amusé. Donc, c'était un véritable ressort d'écriture. Il y avait quelque chose comme d'un peu théâtral là-dedans. Tout d'un coup, la guerre sommait les gens de s'arracher à leurs étiquettes, aux convenances sociales. Là, quelque chose de beaucoup plus grave se passait, qui obligeait finalement les voisins, les êtres humains à coordonner leurs actions. Et alors, là-dedans, et tout au long de ce récit, de cette fiction, ce sont les femmes qui tiennent une place centrale. Est-ce que, là encore, c'était lié au témoignage initial de Maggie de Saint-Laurent ? C'était une volonté aussi de votre part ? Il y a des réflexions à travers les personnages intéressantes là-dessus, du style... On est les agents de liaison, on ne se souviendra pas de nous, et peut-être qu'en pratique, c'est nous qui prenons le plus de risques pour, au final, des peines, une répression aussi élevée que des actes qui, eux, ont rencontré la postérité. Donc, sur cette place centrale des femmes dans cet écrit, qu'en est-il ? Est-ce que c'était pour rendre hommage au témoignage de Maggie de Saint-Laurent ? Ça vous semblait normal ? C'était ce que vous avez tout simplement trouvé dans les archives ? Un peu tout ça à la fois ? Là, en l'occurrence, on est toujours dans ce témoignage oral.
Et donc, effectivement, c'est ce qui m'a frappé. Marie de Saint-Laurent était une veuve d'officier. Donc, dans ce qu'on m'a raconté dès le départ de l'histoire, on me disait, elle, ce qu'elle voulait, c'était faire ce que son mari aurait fait. Donc, il était un ancien officier qui était mort en 1939. Donc, elle s'est retrouvée veuve. Donc, c'était ça. C'est comme ça qu'elle se formule. Elle formule la chose, quoi. Donc, une sorte de voix supérieure, enfin de transcendance comme ça, de la voix du mari. Enfin bon, il y a vraiment une dimension un peu genrée, enfin qui m'a vraiment frappé, parce que derrière cette impression là d'une femme elle fait juste ce que son mari lui aurait dit de faire. Enfin, il y a vraiment une dimension de soumission. La réalité, c'est l'inverse. Ce qui se passe, en fait, c'est une femme qui prend la décision, quoi. Elle ne demande pas au fantôme de son mari de lui donner de dire comment faire. Elle le fait. Elle va voir sa voisine bistrotière. Voilà, elle monte toute l'affaire ensemble, avec évidemment d'autres connexions avec des réseaux déjà existants pour l'exfiltration des aviateurs. D'autant que là, ça commençait à chauffer quand même dans le secteur. Hein. Ouais, il y avait des recherches assez sérieuses. On pense même aujourd'hui que la police allemande était au courant de tout, c'est-à-dire qu'elle a laissé les choses se faire pour ensuite pouvoir démonter le réseau une fois que voilà, c'est une des possibilités, mais ça je l'aborde pas. En tout cas, bon, le côté oui, comment dire, la décision féminine là, elle est vraiment très 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 forte. C'était une dimension qui m'a vraiment frappé. D'autant que il y a le tandem de Marie de Saint-Laurent et de sa fille Maggie, qui est vraiment une dimension très très forte aussi dans cette affaire. Ouais, il y a une très, très forte solidarité entre la mère et la fille aînée, à tel point, je l'ai appris après, que Marie de Saint-Laurent, dès le début de sa déportation, même dès le début de son arrestation, elle décide de changer de prénom, et elle prend le prénom de sa fille. Une manière de prendre avec elle sa famille, quoi. Enfin bon, elle a quelque chose, un geste symbolique vraiment très fort. Alors donc cette intrigue, elle permet de croiser une série de personnages, de voir les rencontres improbables en termes de milieux sociaux, de dresser des portraits de femmes. Et le privilège de la fiction par rapport à la recherche, c'est aussi de pouvoir répondre ou apporter des éléments de réponse, des pistes à des questions qu'on peut se poser, un historien, historienne, mais pour lesquelles les archives sont dépourvues. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que moi, je me suis déjà posé ces questions et je n'avais pas de réponse, c'est ces personnes anglophones qui arrivent sur le territoire français à une époque qui n'est pas celle de la mondialisation et à minima d'un globish qui fait qu'on peut un peu se comprendre. Donc au début, on se dit que soit Marie de Saint-Laurent peut, eu égard à son extraction, plutôt parler bien anglais, mais quand ces pilotes arrivent à Nantes, j'avance un peu dans l'intrigue sans trop en dévoiler, ils sont accueillis par donc Gilberte Carman, Henriette Le Belzic, et là, pour leur expliquer une situation, en l'occurrence l'assassinat de Karl Holtz à Nantes en octobre 1941, on y reviendra, elle fait un dessin. Et en fait, je m'étais posé, moi, cette question de communication, effectivement. Est-ce que ces personnes anglophones connaissent un mot de français ou pas? Est-ce que vous-même, dans les témoignages, vous avez des éléments, ou là, c'est juste la plume qui court sur des hypothèses, à savoir celle du dessin, que j'ai trouvé particulièrement bienvenue? Oui, merci, très belle question. Mais je ne pensais pas du tout que me serait posée cette question. C'est vrai que c'est un élément étonnant, ce truc. Alors, les aviateurs, quand ils se posent, quand ils sont recueillis par la baronne donc, de Saint-Laurent dans son château, au début, ils veulent exprimer leur remerciement
à leurs hôtes. Et donc, ils doivent bien passer une bonne journée avec un dictionnaire pour écrire quelques lignes. Vous nous faites à manger, vous nous hébergez, et nous, on est là, on fait rien. Enfin bon, on se sent un peu idiot, quoi. Et donc, ils essaient de lui dire ça, quoi. Enfin, et donc, ils ont réussi effectivement à rédiger un mot. Donc, c'est ce qui prouve bien que il y a vraiment une réelle difficulté, ouais, pour les aviateurs. Alors ensuite, l'histoire du dessin. Donc, Gilbert assiste à l'attentat contre Karl Hotz. Et donc, les aviateurs qui sont cachés dans un immeuble voisin entendent les coups de feu. Et donc, Gilbert ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et donc, Gilbert ne trouve pas d'autre manière de meilleure façon, en tout cas, de visualiser la chose que de faire un dessin, quoi. On voit plusieurs silhouettes à terre, Hotz par terre. On voit même le fantôme d'Adolf Hitler. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour expliquer que Hotz était très très proche de ce monsieur à la moustache. Alors, vu qu'on est à Nantes, profitons-en. C'est-à-dire que là, on a parlé de deux figures que vous sortez de l'oubli à travers cette fiction. Et je le disais tout à l'heure, par rapport, avec des guillemets, à la grande histoire, c'est que pour Nantes se passe l'enjeu donc, de l'assassinat de Karl Hotz et dans les jours qui suivent, le 24 octobre 1941, de la fusillade des otages de Nantes et de Châteaubriand. Ces éléments-là qui là, font partie, me semble-t-il, si je puis dire, quand même de l'histoire nationale, par-delà donc les cas plutôt oubliés, comme vous l'avez dit, que vous sortez de l'oubli à travers votre fiction. Là, c'était une volonté pour vous de raccrocher des éléments de notoriété publique, ou ça fait aussi partie des archives, parce que donc vous avez des développements sur la personne qui a commis cet assassinat, sur ses alliés, etc. Vous mettez peut-être également un mot sur Colonel Fabien, etc. Voilà, là, qu'est-ce qui vous animait à ce moment-là? Factuellement, c'est l'attentat de Hotz à Nantes. C'est l'événement qui fait que les pilotes ont été pris, ont été faits prisonniers. L'armée allemande met Nantes complètement investie de chaque immeuble, de la cave au grenier, etc. Donc, ils ne pouvaient plus passer au travers. C'était jouable jusqu'au jour de l'attentat. Après l'attentat, c'est absolument impossible. On peut plus passer au travers. Et effectivement, ils sont effectivement pris. Alors, ils se promenaient un peu en ville, donc j'ai cru comprendre. Enfin, ils prenaient quelques petits risques, voilà. Malgré leurs problèmes linguistiques, mais enfin, ça ne devait pas les empêcher de se faire couper les cheveux, tout ça, à tel point qu'ils vont se faire prendre, effectivement, chez le coiffeur. Oui, tout à fait, parce que les trois pilotes ont aussi existé. Oui, absolument. Ouais, ils ont effectivement existé. Donc, il y avait une convergence. Tout l'intérêt de cette histoire, c'est qu'elle se ramifie, les ramifications de l'histoire, rencontrent des événements majeurs. C'est-à-dire ce qui au départ est un des faits de guerre parmi tant d'autres. Se croise finalement un événement majeur qui est l'attentat Hotz, puis ensuite la fusillade des otages de Châteaubriand. Et donc là, je me suis permis de promener Marianne, le personnage de Maggie, donc, de la promener à Châteaubriand et d'organiser en quelque sorte la rencontre entre Maggie de Saint-Laurent et Guy C'était un peu, c'est un peu une sorte de liberté d'écriture que je me suis permise. Je trouvais ça intéressant. C'était les deux mondes, celui de l'aristocratie provinciale, on va dire, et le jeune communiste qui a été pris parce qu'il mettait des affiches dans les rues de Paris pour appeler à la libération de son père qui était
Édouard Moquet, c'est ça? Oui. Donc voilà, c'est là, vraiment la rencontre de deux mondes que j'ai voulu organiser comme ça. Donc, mais la rencontre a bien lieu, quoi. Enfin bon, voilà. Et alors, peut-être un petit point là de contexte, c'est que la grande différence en plus de la géographie, qui nous sépare entre la Bretagne, Nantes et ici Toulouse, à cette époque-là, c'est que à la suite de l'armistice du 22 juin 1940, la Bretagne et Nantes sont en zone occupée, tandis que Toulouse rencontrera cette situation seulement à partir du 11 novembre 1942, en représailles au débarquement allié en Afrique du Nord. Vous décrivez aussi très bien les enjeux et les tensions qu'il existe d'ailleurs entre ce qui anime les communistes vis-à-vis de ce genre de pratiques résistantes et les tensions qui existent aussi entre cette option communiste et les volontés de la France libre à Londres, par exemple. Vous nous en dites un mot ? Oui. Enfin, voilà, je vais pas faire une conférence sur la manière dont De Gaulle percevait effectivement les initiatives des commandos communistes, mais enfin, il était un peu embarrassé avec cette affaire-là. Il a lancé un message pour dire on va laisser la guerre à ceux qui ont pour métier de le faire. Mais je crois que les communistes, c'était pas du tout leur façon de voir les choses. D'ailleurs, ils ont vraiment réussi leur coup parce que ce commando qui était quand même un commando de choc, mais extrêmement efficace, enfin, aussi audacieux que c'est invraisemblable comme coup. Enfin bon, je me tourne vers l'historien, mais c'est quand même hallucinant d'arriver, de débarquer à Nantes par hasard en disant bon, on va tuer un Allemand. C'est l'ordre qui nous a été donné. On a intérêt à le faire parce que sinon ça va chauffer au retour, quoi. Bon, donc on voit un Allemand qui passe, un bel officier. Il a un beau costume. Bon, ça va être lui. Il le tue. C'est le patron de la Wehrmacht, quoi, dans tout l'ouest de la France. Donc on pouvait pas imaginer un truc plus fou, quoi. Ils sont des types qui ont 20, 25 ans, pas plus, quoi. Après, ils vont boire un coup au bistrot, ils vont bouffer, ils se font, tout de suite, d'ailleurs, ils se font repérer par une oreille de la délatrice. Et puis voilà, ils disparaissent dans la nature. Donc, Gilbert Brustein sera le seul des trois à s'en sortir. Et donc, il est revenu à Nantes ensuite. Et donc, ça a été pendant longtemps une figure importante de la place publique. Et tout à fait. Et l'enjeu de ces pratiques, c'est que alors que s'est ouvert un front à l'Est avec l'opération Barbarossa à partir de l'été 41, là, l'idée, c'est d'essayer de capter quand même des troupes à l'Ouest en menaçant en pratique et en réussissant l'armée allemande. On voit aussi des figures de la collaboration tout au long de cet ouvrage. Et je me suis posé la question, c'est que cet ouvrage est lié à la Bretagne, et on sait à travers des travaux, je pense à ceux notamment de Sébastien Carnet, qui a une partie de la collaboration en Bretagne qui est liée au nationalisme breton. Est-ce que vous avez envisagé, c'est pas présent dans le livre, sauf erreur de ma part, est-ce que vous avez envisagé d'intégrer cette part-là de la collaboration ? C'était hors de question, ça collait pas avec l'intrigue. Ouais, alors j'avoue, c'est une excellente question aussi. Mais alors j'ai hésité, est-ce que j'ouvre un nouveau front ou pas ? C'était c'était un sujet extrêmement casse-gueule parce que c'est toujours aussi urticant aujourd'hui qu'en 45. Enfin bon, voilà, donc c'est très 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 douloureux. Moi, je sais que mes parents, voilà, ils aimaient pas du tout les autonomistes bretons. Bon, enfin, c'était d'autant qu'on associait volontiers la noblesse locale au régionalisme pro-nazi. Donc là, il y avait
une grosse confusion qui risquait de se faire. Je ne suis pas entré dans le débat, malgré le fait quand même que le portrait du journaliste que je donne, qui est supposé rendre compte du procès des 30 Bretons à Paris, c'est quand même bien un journaliste d'un grand journal régional. Alors justement, le journaliste s'appelle Jean-Harold Marchix. Et alors moi, dans ma tête, ça sonnait comme Jean-Hérold Paquis, qui est aussi un journaliste collaborationniste, mais de Radio Paris. Donc l'inspiration vient pas de là. Je pense que dans mes recherches, j'ai dû croiser ce nom. Il a dû me plaire pour des raisons, des raisons d'oreille. Je me dis ça sonne bien, parce que je crois que c'est Jean-Harold, là, c'était un pseudonyme, hein, il me semble. Ouais. Donc, je me suis dit, puisqu'il a pris un pseudonyme, moi, je peux lui piquer son pseudonyme. Enfin, il m'en voudra pas. Marchis, c'est le nom d'un ancien quartier de Nantes qui a été bombardé pendant la guerre. Donc, c'était une sorte un quartier populaire de Nantes qui a été détruit. C'était une façon de rendre hommage au vieux quartier populaire du Marchis. Alors, j'en reviens quand même sur les questions de l'Armée rouge parce que donc on est partagé entre voilà cette fiction et inspirée de faits réels. Il y a donc Marie de Saint-Laurent qui a incarné à travers la personne de Jacques Kersin et qui a donc son époux qui est décédé, qui lui est Jacques Kersin. Vous avez parlé voilà de son fantôme, etc. Et vous mentionnez que Jacques Kersin aurait écrit et a envoyé un rapport sur l'Armée rouge au moment de la défaite de 40, un rapport sur l'Armée rouge à Philippe Pétain, en disant on vient d'être battu, mais on peut espérer que d'ici un certain temps, l'Armée rouge nous vienne en aide et qu'à ce titre-là, il faudrait continuer la guerre. Et alors là, mais du coup, la fiction, la réalité, c'est-à-dire, est-ce que ce rapport, il a vraiment existé ? Ça me semble assez improbable. Il me semble que oui, il y a eu effectivement, il y a eu un groupe d'officiers français qui n'envisageaient pas en fait qui n'acceptaient pas l'armistice de Pétain, et qui a dit il faut continuer, on continue à travailler, nous on fait notre boulot de militaire. Donc ça a vraiment existé, ouais. Alors donc, par contre, Jacques, voilà, de Kersin ou Monsieur de Saint-Laurent, est-ce que lui en faisait partie ? Je suis incapable de le dire. Non, je ne saurais pas le dire. Je ne pense pas même, parce qu'il était déjà malade à l'époque. Ouais. Là, on est un peu dans la fiction. Et alors, autant il y a des moments où voilà, vous autorisez à donner l'incarnation de la personne dont est réellement issu le personnage de fiction, autant il y a deux personnages de fiction qui ne sont pas directement identifiés, c'est Henri Verhoeven et Noël Verhoeven dans l'ouvrage, mais pour le coup j'ai fait des recherches, qui selon moi sont Henri et Noël Vandernoot. Donc déjà, est-ce que c'est bien le cas, ouais. Et alors pour vous, peut-être ça vous semblait évident et transparent, parce que là, vous précisez pas directement qu'il s'agit de eux, enfin quel est leur nom au civil en dehors de la fiction. Alors, il me semble que dans les notes de fin d'ouvrage, il me semble qu'ils sont mentionnés. C'était le chef de réseau, en fait, d'Henriette de Belgique, le chef de réseau d'exfiltration, dont le fils avait participé au JO de Berlin, et donc avait gagné une médaille de bronze. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Enfin. Et donc, au moment de la grande rafle de Nantes, après l'attentat de Hotz, comme il court très très vite, cet enfant-là, et il va prévenir son père que la police le recherche. Il travaillait au magasin Decré, c'était un peu les galeries Lafayette, comme on a ici les galeries Lafayette. Et donc, il a réussi à prévenir son père assez à temps pour qu'il puisse s'enfuir, s'échapper. Donc, ce qui a permis à Vandernoot, ce qui lui a offert quelques mois de sursis avant d'être lui-même arrêté. Il a été ensuite déporté à Buchenwald, mais il en est revenu vivant. Alors,
pour faire le lien aussi avec la représentation de ce soir, c'est que parmi ces personnes, on ne va pas forcément détailler lesquelles pour laisser l'intrigue, mais certaines d'entre elles seront déportées, notamment des femmes, à Ravensbrück, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous dire là, ce que vous avez voulu retranscrire à travers ces pages-là consacrées à la vie en déportation? Oui, alors donc, comme l'idée, c'était de coudre ensemble tous les épisodes de cette histoire. Donc, avant la déportation, on a en plus l'envoi des 3 pilotes dans un camp réservé aux pilotes, ce qui s'appelait Luft 3. C'est un camp supervisé par la Luftwaffe. Et donc, les pilotes, l'un des pilotes, Francis Rhys, a participé à ce qu'on a à la grande évasion. Donc, c'est encore un truc complètement incroyable de cette histoire. Et donc, les femmes qui ont été jugées au procès des Bretons à Paris ont toutes été envoyées en déportation sous le régime de nuit et brouillard, Nacht und Nebel, ce qui signifiait la disparition totale de la personne en tant que personne. Elle n'existait plus. Pour l'administration allemande, ça signifiait sa disparition absolue, mais c'est ce qui est connu, évidemment. Et donc, là, on retrouve je voulais suivre, en fait, Marie de Saint-Laurent, son itinéraire. Et donc, on la retrouve dans les mémoires d'Henriette Le Belgique, au moment où elle parle de sa mort, en fait, à Ravensbrück. Donc, voilà, donc j'avais la triste fin de cette histoire, donc je ne pouvais pas me soustraire. Et en même temps, le récit d'Henriette Le Belgique est suffisamment précis pour permettre justement à la fiction de continuer son développement. Cette interrogation qui était la mienne, finalement, comment on vit tout ça? À quoi rêvent les martyrs? C'est un peu la question du titre, quoi. Oui, tout à fait. C'est nul ne sait à quoi rêvent les martyrs. Il nous reste à le rêver nous-mêmes. Sur ça, il y a aussi des pages sur la vie dans les camps au féminin qui se rapprochent de la recherche historienne là-dessus. Par exemple, sur le journal parlé, il y a l'idée que pour tenir, que pour rester humaine, on se raccroche à ce qu'on a connu avant. Et là, ça l'incarne à travers un peu les nouvelles qui sont racontées lues par une personne parmi les déportés. Oui, ça m'a paru une dimension intéressante, parce qu'on a autant la presse complètement inféodée à Vichy qu'on a rencontré tout à l'heure. Et là, on a la naissance d'une presse de l'intérieur des camps. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est vraiment la réémergence en même temps de l'humanité qui se recrée à partir de choses complètement infimes, comme ces petites poupées que les détenus fabriquaient, qui était un peu une manière de relancer l'humanité à partir d'un objet, d'une bribe de laine. Et là, c'est un peu le même phénomène pour l'information. Là, les déportés vont traverser toute l'Allemagne de ville en ville, suivre en quelque sorte toutes les campagnes de bombardement alliés, de Essen, de la Ruhr, Lübeck, etc., jusqu'à leur point de destination. Donc, elles assistent de loin, évidemment, mais enfin, elles sont quand même percutées, quoi, par la réalité brutale des bombardements alliés. Et donc, elles veulent savoir qu'est-ce qui se passe, désespérément. Elles veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, elles créent une sorte de journal parlé. Alors ça, c'est très émouvant, je trouve. Ils réussissent à se faire prêter un journal en allemand par une surveillante. Et donc, celle parmi d'entre elles qui sait lire l'allemand, donc ensuite monte sur une table et fait le journal parlé
leur dire qu'est-ce qui est en train de se passer autour d'elles. Donc, ouais. Et les nouvelles qu'elles apprennent, les personnes que vous suivez, elles se les récitent aussi, comme on a su que d'autres se récitaient des poèmes, par exemple, pour tenir. Là, c'est les nouvelles issues du journal parlé qui sont récitées en bout. Bah ouais, c'est absolument incroyable. Je pense que là, on est vraiment dans on touche quelque chose de réel. Enfin, on touche quelque chose de vrai. C'est quelque chose de très émouvant, je trouve, cette manière de se faire passer. Il suffit pas d'entendre le bruit des bombardements, d'entendre la destruction de Hambourg à 30 ou 40 kilomètres de là. Il faut aussi mettre des mots là-dessus, quoi. Alors, la presse allemande, à l'époque, disait Das war Hamburg, c'était Hambourg. Même les Allemands avaient ce genre de titre, quoi, pour se donner les informations à eux-mêmes. Et donc, ces titres-là arrivent dans les camps, quoi, par le journal parlé des femmes. Moi, je trouve ça magnifique. Et ces journaux sont à l'occasion retranscrits. Vous décrivez un mécanisme assez malin pour les faire passer d'une baraque à l'autre aussi. Alors, je ne sais plus. C'est un petit mécanisme, une sorte de fil où elles se le font passer à travers un sac. Oui, une sorte comme aujourd'hui dans les prisons, enfin bon, une sorte de petit système de téléphérique, jusqu'au moment où elles peuvent se faire prendre. Hein, une partie de cette fiction est issue de témoignages, d'archives. Est-ce que vous avez envisagé, réfléchi, vous, dans l'écriture, soit, alors, d'une part, à vous mettre en scène, éventuellement, comme une mise en abîme, en train de travailler là-dessus, comme une forme d'épilogue, ou est-ce que ça a été envisagé dans la narration d'inclure vous-même vos recherches là-dessus? Alors, je l'ai fait pour le prologue du livre, en fait. Hein. Ça me paraissait, avec le recul, ça me paraissait indispensable de dire comment j'ai pris connaissance de ces faits. L'idée de se mettre je pense pas qu'on puisse penser que c'est une manière de se mettre en avant. Enfin bon, c'est vraiment, ça me paraît indispensable. Il faut qu'on sache, quoi, quel est le point de départ. Ensuite, il y a le petit passage justement où je me pose moi-même la question, et donc sans même le vouloir, j'ai lâché, quoi, ma réflexion personnelle, là où je dis on aimerait bien avoir été là à ce moment-là pour pouvoir recueillir quelque chose de vrai, et donc comme on a évidemment personne n'était là, on est obligé il n'y a que la littérature qui puisse le faire aujourd'hui. Voilà, et alors, la suite de la question, c'est que donc, vu que vous travaillez sur des témoignages et des documents d'archives, ou plutôt à partir d'eux, pour après laisser courir la fiction, est-ce que vous avez, ou est-ce qu'on existait à l'état peut-être de brouillon non publié, un après, un retour des camps, notamment peut-être un peu plus dense, ou pour vous, lorsque vous avez écrit, c'était assez évident que ça se borne à la fin, je veux dire, des camps, à la découverte des camps. Oui, c'est vrai que la question s'est posée. J'aurais pu raconter le retour d'Henriette Le Belzic qui rentre en Suisse, etc. Enfin, vous vous rendez compte, vous êtes vivante. Enfin bon, on est vivante. Enfin, tout ça, quoi. Raconter tout ça. Mais à l'arrivée des camions de la Croix-Rouge, la surveillante qui rend les petites poupées à la détenue, elle lui rend ses poupées. Voilà, maintenant c'est fini, ça ne sert plus à rien, tout ça qu'elle lui dit. Bon, ça y est, elle aimerait bien que ce soit qu'on oublie cette histoire-là, en fait. Hein. Et à un moment, je pouvais plus aller plus loin. Après, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que le livre, finalement, continue à s'écrire, parce qu'après coup, c'est une manière de répondre à votre question, peut-être. Mais après coup, il y a un membre de la famille Saint-Laurent
qui commence à rentrer en contact avec moi. Il me dit c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Bref, des détails quoi. Et puis il commence à m'envoyer des documents. C'était pas des petits documents, c'était journal de guerre de Maggie de Saint-Laurent. Ensuite, deuxième document, plus de 500 pages. Tout ce que je venais de raconter là, dans le livre, raconté par un autre membre de la famille, qui lui a écrit son propre livre. Mais des romans familiaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont de... La seule audience envisagée, elle est familiale. Donc il y a un ton très particulier dans ses écrits, parce que on est entre nous. Enfin, donc il y a des blagues familiales. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez marrant. Et puis dernier document, c'était les lettres relatives à la déportation de Marie de Saint-Laurent. Donc des témoignages de gens qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé, etc. Donc c'est le livre qui a suscité le souvenir et le fait qu'on se tourne vers vous. Mais oui, c'est l'apparition du livre qui a suscité comme l'apparition de documents qui n'étaient absolument pas destinés jamais, quoi, en fait, à sortir de la famille. Donc je pense que j'ai, malgré tout, le livre, j'espère que c'est un peu comme ça que je peux le prendre, c'est-à-dire que c'était une manière de dire, bon, vous n'avez pas si mal travaillé que ça, quoi. J'ose espérer. En tout cas, je suis toujours en contact avec cette personne. Donc, c'était assez émouvant. Et ça vous donne envie peut-être de te retravailler dessus avec un autre regard encore On m'a dit, bah oui, mais tu vas pas refaire un deuxième livre. Je me tourne vers Georges Montille. Je suis pas sûr. Alors, cette rencontre avec Maggie de Saint-Laurent date, si sauf erreur de ma part, de 2019. L'ouvrage a paru en 2025, qui tombe sur une année de commémoration. Il y a, si ce n'est, je pense pas que ce soit ce qui anime nombre de lettres de correspondre à l'agenda mémoriel, mais est-ce que c'était un enjeu ou est-ce que depuis l'apparition, vous travaillez peut-être à mieux faire de fait par le livre, c'est déjà le cas, mais plus encore peut-être à mieux faire connaître la mémoire, entre autres, de Marie de Saint-Laurent? J'ai envie de dire, j'ai fait l'essentiel de ce que je suis capable de faire. Alors j'ai sollicité par exemple la commune de Plestin-les-Grèves, on revient à Plestin-les-Grèves, qui est l'endroit où les choses se sont passées, et absolument aucune réponse. Donc, alors moi j'ai mon explication. On est toujours là dans la même explication que tout à l'heure, c'est-à-dire des raisons politiques. D'autant qu'Étienne de Saint-Laurent, qui est toujours vivant, qui était l'un des enfants, lui était un élu écologiste. Et donc, il a pris des positions qui ont fortement déplu à la ville de Plestin-les-Grèves. Et donc, c'est un peu un ennemi pour eux, quoi. Donc, il est hors de question de parler de cette famille à Plestin. Enfin, bon, voilà. Donc, et alors, ça m'a été confirmé par voilà, le monsieur qui me transmet là, les documents familiaux. Il m'a dit, vu la réputation sulfureuse d'Étienne, c'est absolument pas étonnant qu'il refuse toute rencontre ou tout débat autour de ce livre. Et alors, ça c'est très intéressant parce qu'on voit à la fois comment le présent convoque le passé, c'est-à-dire que ce soit à travers l'ouvrage qui suscite des archives qu'on vous donne, ou inversement, comment on met en perspective le passé à travers des enjeux politiques, des tensions, des mobilisations sociales pour faire advenir cette mémoire, ou plutôt la terre. Vous avez indiqué au début de cette rencontre que c'était le premier ouvrage vraiment sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça ouvre un travail sur d'autres écrits en lien avec cette période? Je ne suis pas certain.
j'ai peur de vous décevoir. J'ai envie de dire oui pour pas vous décevoir. Mais enfin, ce serait peut-être à s'engager un peu, on se connaît pas assez, donc. Non, mais à travers peut-être d'autres types d'écriture, notamment la poésie. Après l'écriture de ce roman, j'ai écrit de la poésie, et donc qui a un champ que j'avais pas vraiment exploré. Et là, bon, la poésie parle assez peu de l'histoire, mais il y a peut-être des choses à creuser, ouais, dans ce domaine-là. Et alors, les écrits sont aussi présents à l'intérieur de votre écrit. Il y a la figure de Balzac qui revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui vous animait par rapport à ça et à ces références? C'est le cabinet des antiques, notamment. Ouais, c'est le cabinet des antiques. Mais c'est un peu une sorte de mise en abîme là, du château, l'univers de Balzac, qui a si bien dépeint la province, notamment dans le cabinet des antiques, où il y a des scènes d'emprisonnement. Et puis, on est toujours porté par la musique des écrivains, donc autant choisir les bons, quoi. J'ai pas trouvé mieux que Balzac, voilà. Donc, ce qui fait que parfois dans le texte, il y a comme des échos, de vagues échos de lointains de l'écriture balzacienne. Ça m'a assez amusé. Parfois, je dis un petit côté un peu pastiche, enfin, un petit peu, voilà, ça m'amusait un peu. On aime bien avoir un compagnon de route dans ces cas-là, ouais. C'est un peu ça. Et là-dedans, intégrer les écrits de la résistance, par exemple, c'est quelque chose que vous avez envisagé ou ça ne les a pas atteints, ou c'était anachronique par rapport à la chronologie, ce qui est pas complètement faux en plus. Est-ce que vous l'avez envisagé ou c'était pas quelque chose qui vous est venu? Quel type d'écrit, par exemple? Je pense aux journaux clandestins Les Étoiles, les lettres françaises de Paulhan et de Courtemanche, par exemple. Ouais, non, j'ai pas. Le point principal, c'était sans doute Guy Moquet, en termes d'écrit, ou dans la scène de la fusillade de Chateaubriand, je renvoie à plusieurs témoignages de comment les prisonniers ont vécu cette affaire-là. Comment ils n'ont pas chanté la Marseillaise, par exemple. Ils ont dit, moi je le traduis ça en disant on va chanter le silence. Bon, voilà. Mais après, c'est vrai que j'aurais pu. Balzac, je le cite pas nommément non plus. Il n'y a pas d'extrait de Balzac dans le livre. Donc c'est plutôt des vagues échos, quoi. Ouais. Oui, c'est plutôt en compagnon de Gilberte. Ouais. Donc voilà, une fiction qui est appuyée sur des faits réels et une réelle documentation à travers des témoignages des archives où la plupart des personnes qu'on croise ont effectivement existé, et en note vous donnez des éléments bibliographiques qui donnent envie d'aller voir ailleurs. Merci beaucoup Daniel Morvan pour cette fiction et pour cet échange. Merci Tristan. La parole au public. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions, s'il vous plaît? Oui, bien que vous ayez dit que vous n'envisagez pas une suite ou autre chose sur le sujet, est-ce qu'on ne peut pas considérer, dans la mesure où il n'y a plus de témoins directs, qu'il y a comme un devoir pour la littérature de poursuivre ce voilà. Ah oui, non, mais là, alors là, oui, mais absolument. Oui. Mais c'est... Le terme de martyr, ça veut dire témoigner, enfin témoigner à l'origine de sa foi par sa propre mort. Enfin, donc c'est vraiment extrêmement religieux au départ comme terme. Mais témoigner, dire que mourir en mourant pour sa foi, on prouve que la foi est plus forte que la mort. Donc c'est vraiment très. Mais il y a une condition, c'est que l'histoire continue à être racontée, quoi. C'est bien ça qui m'a interpellé quand j'ai vu cette femme centenaire qui par à deux reprises, en quelque sorte,
a accepté de raconter avec ses mots à elle l'histoire qu'elle a vécue. C'est que j'en étais le dépositaire. J'étais le dépositaire de tout ce qu'elle me racontait. C'était pas juste, j'étais pas quelqu'un qui passait par là, qui a entendu une histoire. Voilà, j'avais un devoir, enfin un véritable devoir de faire mon boulot, quoi. Voilà. Donc, elle m'a pas donné le dossier, tout le dossier de déportation, enfin, etc. Les documents que j'ai eus après, qui m'ont été communiqués après, elle me les a pas donnés à ce moment-là. C'était une invitation à aller au-delà évidemment des narrations, des diverses narrations qu'on peut tenter, essayer. Il y avait, de toute manière, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait faire le travail jusqu'au bout. Et faire le travail jusqu'au bout, c'est aller au-delà de juste l'événementiel, juste la narration des événements les uns après les autres, mais essayer de comprendre quoi, la logique profonde de tout ça. Donc, ouais. Donc, que ce soit moi ou un autre, en tout cas, c'est vrai qu'il y aura le devoir mais il ne faut pas le prendre pour un devoir qui nous serait imposé. C'est-à-dire qu'il faut continuer, évidemment, à témoigner, parce que là, c'était l'ultime témoin d'une histoire qui n'avait jamais été racontée. Donc, il faudra maintenant qu'on soit capable de continuer à le faire. Oui, merci. C'est passionnant et je n'ai pas encore lu le livre, donc je vais plutôt poser une question un peu plus générale. Mais finalement, vous avez un petit peu amorcé tout à l'heure quand vous avez parlé de la poésie, de la relation de la poésie à l'histoire. Donc moi, j'avais beaucoup aimé votre livre « Quitter la Terre », hein, qui est un livre donc, de poésie, mais sur aussi une histoire, sur l'histoire de la fin du monde rural traditionnel, donc en Bretagne, qui est une histoire que vous avez aussi vécue. Et je me disais, justement, alors, ma question c'est la suivante, finalement, comment pour vous, dans votre travail d'écrivain, s'organisent ces passages entre le roman et la poésie? Qu'est-ce qui détermine le passage de l'un à l'autre? Que pourrait être une poésie de l'histoire, finalement, qui est déjà, finalement, quitté la Terre, d'une certaine manière, mais peut-être d'autres épisodes historiques aussi. Enfin, voilà, un peu cette question du genre, finalement. Ouais. La transition entre les deux... Bon, c'est fait aussi par. Il y a toujours des moments quoi, dans la vie où on est. C'est vrai que avec ce livre-là, j'étais quand même allé au fond d'une expérience limite. Quoi, donc ça affecte un peu ouais, ce genre de choses. Donc ça m'a poussé, ça m'a tourné vers la poésie. Enfin, c'est toujours au mois de janvier. Pour moi, c'est un rappel, c'est le mois du deuil pour moi, donc voilà. Passé un certain jour de janvier, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Bon, je vais écrire des poèmes. Quelqu'un m'avait dit, une personne de là où j'habite, me disait, oh, tu devrais écrire des poèmes, là, vraiment, c'est très poétique ce que tu fais et tout. Bon, ok, je vais écrire des poèmes. Un par jour, voilà, quand on écrit, il faut pas être dilettante, quoi. Il faut vraiment faire, bon, je peux t'apprendre, mais quand on le fait, faut le faire, quoi. Donc un poème par jour, puis après c'est c'est l'écriture elle-même aussi qui fait surgir des choses. On est plus apte à raconter certaines choses que d'autres, voilà, à écrire avec des vers ou pas de vers, des sonnets ou pas de sonnets. Donc les choses se font aussi dans le travail. Donc voilà. Pour ce qui est maintenant d'écrire de l'histoire, enfin prolonger l'expérience avec de l'histoire, c'est peut-être le prochain livre. C'était juste pour savoir ce que les documents que vous ont transmis la famille, ils sont devenus quoi? Ou est-ce que vous allez les convaincre de les donner à des historiens ou pour sortir toute cette histoire du contexte familial juste ou est-ce qu'ils souhaitent que ça reste une histoire de famille, quoi?
Je ne sais pas exactement pourquoi on me les a donnés, en fait. J'ai quand même consulté des documents déjà très construits, les mémoires d'Henriette de Belgique. En fait, il y a tout ce qui est l'attentat Hotz, c'est très documenté. Il y a toutes les photos, c'est impressionnant. On a les photos de Hotz, du cadavre de Hotz. Enfin, bon, c'est vraiment, c'est du costaud, quoi. Alors que là, c'est vraiment une historiographie familiale. Qui de toute manière mériterait d'être versé aux archives, hein, ça c'est clair. Ouais. Ouais, c'est vraiment un document important. Il y a tout le périple de Maggie, de la fille aînée, qu'on abandonne à un moment du roman. Et là, à travers, elle a écrit elle-même son journal, donc mais c'est très factuel, quoi. Elle va d'un couvent à un couvent, quoi. Enfin bon, elle cherche sa petite sœur parce que toute la famille, une famille de 10 enfants, a complètement explosé au moment de l'arrestation de la mère. Et donc les enfants sont partis dans toutes les directions, quoi. Il y avait des petits enfants, il y avait toute petite fille, Geneviève, là, qui avait 4 ans, 5 ans. Donc Maggie essaie de retrouver sa petite sœur. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Donc, ce serait un roman à part entière. Mais en tout cas, oui, ça mérite d'être. Donc, je vais essayer de le convaincre, effectivement, de confier tout ça. Mais c'est une histoire extrêmement douloureuse aujourd'hui encore pour la famille. C'est vraiment, ils s'en sont jamais remis, en fait. Et donc. C'est très difficile pour eux de lâcher comme ça ouais. Donc il faudrait que je lui en parle à ce monsieur. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette rencontre. Et ma question, c'est pareil à cette question. Et vous savez le livre, félicitations. Je ne l'ai lu, mais félicitations. Après votre poème, mais je pense que c'était journal de la guerre. Peut-être c'est autre manière, c'est un témoignage aussi important pour, je ne sais pas si faire quelque chose avec les musées de la déportation, les historiens, ok, mais peut-être c'est un témoignage direct important de faire quelque chose ou continuer. Oui, merci beaucoup, madame. C'est vrai que je pense que ces textes-là vont être protégés. Enfin, il faut que j'en parle à la famille, mais à ce sujet, pour ce qui est des dons, etc. Alors, soit en passant pour le musée de la Résistance et de la déportation de la Haute-Garonne, comment dire, par éthique, s'il y a des éléments qui viendraient d'un autre endroit géographique que celui qui nous intéresse, on renvoie aux musées les plus proches pour enrichir les collections, évidemment, des collègues. Sur ça, il faut avoir en tête que déjà, il y a plusieurs opportunités dans la façon de céder les archives. On peut faire une mise à disposition qui revient, par exemple, à numériser les documents sans avoir à s'en séparer et pourtant à les mettre à disposition du public, donc en faire une copie numérique. On peut en faire un dépôt, c'est-à-dire ne pas l'abandonner en termes de propriété et le laisser en conservation dans un centre d'archives type archives départementales ou des musées. Et puis effectivement, on peut en faire un don en partie ou panaché en quelque sorte, selon ce qu'on veut faire des archives familiales qui ont donc un statut privé. Donc ce sont les personnes qui effectuent ce dépôt, ce don ou cette mise à disposition qui sont libres de décider les communications et l'exploitation qui peut être faite de ces archives. Mais ça serait tout destiné, bien évidemment, soit pour des archives départementales, soit pour des musées de la mémoire, résistance, déportation, qui se trouvent en Bretagne ou dans la Loire. Oui, d'autant que le journal de Maggie est illustré d'aquarelles en plus. Enfin, donc moi j'ai eu des versions numériques
ressaisi quoi, en fait, à l'ordinateur. Donc j'ai pas j'ai juste des versions de quelqu'un a repris tout le texte et l'a retapé quoi en fait. Mais j'ai pas vu les originaux. Ouais, oui, je confirme. Pour les archives, vous pouvez leur donner, ils les numérisent, ils vous les rendent en numérique et ça leur appartient après. Ils en font ce qu'il faut. Des belles choses d'ailleurs quelquefois. Ouais. Et je le confirme. Moi, j'aimerais revenir au tout début parce que je suis arrivé. Bon, vous venez de commencer. Je suis moi, ce qui m'émeut dans cette personne, dans cette dame, c'est qu'elle est d'une famille où elle pourrait tout avoir pour être pétainiste en fait. Elle est femme d'officier qui est mort en 1939, catholique, je pense, fervente, aristocrate, 10 enfants, on ne fait pas comme ça, 10 enfants comme ça. Voilà. Et pourtant, vous semblez dire que dès le départ, elle a choisi, alors une voie, je ne sais pas si son mari était, parce que son mari ne pouvait pas juger Pétain qui venait d'arriver en grand salvateur et que beaucoup de militaires peu ont suivi De Gaulle. Il faut arrêter de croire. Voilà. Beaucoup de militaires se sont dit, tiens, bon, il nous refait 1916, 1917, voilà. Et surtout les soldats, parce que les soldats ont gardé un très bon souvenir de Pétain, de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, je trouve assez formidable que ce réseau, se soit développé dans ce milieu-là. Et est-ce que vous avez une raison, au-delà du fils écologiste qui font un peu le bordel là, dans le bled, mais c'est dommage parce qu'il avait été fasciste, ça aurait été compris. On aurait compris qu'on ne veuille pas faire la mémoire de sa mère, hein, mais bon, c'est dommage. Mais voilà, est-ce que vous avez une raison de savoir pourquoi cette famille-là est allée rencontrer d'autres familles? Alors, qu'est-ce qui les a reliés finalement, ces familles-là, au-delà d'une appartenance politique qui ne devait pas être ni la même, ni une appartenance sociale? Franchement, je ne peux pas répondre à la question. J'ai essayé d'imaginer effectivement une aristocrate bolchevique, enfin dans le roman, qui est complètement une hypothèse mais non, là c'est vraiment cette référence finalement à la mémoire de l'officier de Saint-Laurent mort, et voilà, qu'est-ce qu'il aurait fait lui, et donc je vais faire exactement ce qu'il aurait fait. Donc il a mis, évidemment, c'était gravissime, donc il pouvait très bien esquiver, etc., pour X raisons, et il l'a pas fait, quoi. Donc soit en se référant finalement à l'honneur de l'armée française dont son mari avait été un officier. Donc ça, c'est une hypothèse forte. Donc elle est tellement dans cet esprit d'honnêteté, de l'honneur de l'armée. C'est un peu ce que j'ai. Mais effectivement, sinon, l'environnement est quand même plutôt maréchaliste. Ouais. Effectivement, il y a une des lettres là, dans les lettres concernant la déportation de Marie, où quelqu'un qui est bien placé, qui connaît quelqu'un dans le cabinet du maréchal, il dit je vais faire intervenir quelqu'un membre du cabinet du maréchal. Enfin, il y a une sorte de comme ça il a l'air de penser que ça va bien se passer parce qu'il connaît quelqu'un au cabinet. Voilà. Donc, je pense que l'ambiance est quand même plutôt pro-maréchal. Oui, juste un mot par rapport à cette question, dans le sens où elle a été traitée par les historiens. Déjà, le titre de noblesse en lui-même, la particule, en fait, est travaillé par tout un tas d'autres paramètres, c'est-à-dire noblesse désargentée, au contraire noblesse prospérante, etc. Et sur cette ambivalence, on la voit quand même, si on veut la voir comme élément explicatif d'un éventuel facteur de l'engagement, tantôt dans la résistance, tantôt dans la collaboration. Je me réfère aux travaux d'Aurélien Reynaud sur Emmanuel d'Astier de la Vigerie, donc de la noblesse, à l'Action française, et qui finalement s'engage dans la résistance, pas des moindres, et qui finira au Parti communiste. Là, l'hypothèse, c'est que la noblesse arrime à la France, en fait, et que du coup, la France, on ne la envahit pas, quoi qu'il arrive. Et inversement,
Sur la noblesse qui serait plutôt maréchaliste, c'est l'impression que la Troisième République, la gueuse, n'est pas la France, trahit la France. C'est tellement pas la France qu'elle est enjuvée avec Léon Blum et le Front populaire, et que finalement Pétain, avec la Révolution nationale, fait à nouveau advenir la France de la noblesse. Donc en quelque sorte, le critère de la noblesse en lui-même peut autant inciter à la résistance qu'à la collaboration. Il faut le questionner à travers tout un tas d'autres paramètres, facteurs, liens sociaux qui peuvent travailler dans un engagement ou un autre. Est-ce que vous avez des informations sur le mari militaire, en fait? Qui il était, à peu près, parce que je pense que, vous dites tout à l'heure qu'elle a pris elle-même ses trucs, mais en fait, peut-être que sa conduite découlait aussi de son mari, voilà, de ce qu'était son mari. Non, je suis désolé, j'ai essayé d'imaginer effectivement un type, comment dire, vraiment droit dans ses bottes, et pas question d'abandonner le combat et tout, qui représentait effectivement une partie des officiers de l'armée française, peut-être pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dit. Il y en a très très peu. Ouais. Donc j'ai imaginé qu'il aurait pu être l'un de ceux-là, mais ouais, non, j'ai pas d'infos. Il a fallu que je puisse rencontrer. La famille était vraiment, ouais. Il y a très peu de témoins aujourd'hui, quoi. Bon, je vais me permettre une conclusion avec un peu de lecture, mais d'abord, vous remercier tous les deux pour ce dialogue si fructueux et la salle pour toutes ces questions et tout l'intérêt porté à ce travail. Je voudrais redire que lorsque Christophe Christie m'a demandé d'accompagner, parce qu'il n'était pas très sûr que le public allait être fervent, et en fait il l'est pour ces 4 représentations de La Passagère, j'avais tout de suite pensé à inviter Paul Bernard Nourreau, dont le premier livre, le premier de ces 3 volumes qu'il a intitulé La peinture d'après Auschwitz. Bon voilà, lui, il m'a semblé évident. Puis je l'ai parlé à Tristan, et lorsque j'ai lu, je le disais tout à l'heure, le roman que m'avait confié lors d'un passage aux éditions Le Temps qu'il fait chez Georges et Annie, lorsque je lis votre livre, il m'a semblé important aussi de convier un autre type, non pas un essai, non pas de l'histoire, mais de la littérature, du roman, du récit. Et j'ai posé la question à Tristan, qui a dit tout de suite oui, effectivement, il faut, même au musée, que nous accueillions des écrivains. Alors, si je me réfère à le plus grand succès de l'édition française, de l'édition littérature française l'an dernier, c'est La Maison vide. Voilà, un roman dont la vocation, voilà, un écrivain dont la vocation est aussi de convoquer, de convier et de convoquer même l'histoire dans la littérature. Et bon, on sait maintenant le succès que ce livre aura eu avec les 2 guerres représentées, celle de 14 et celle de 39-45. Voilà, je vous souhaite le quart du succès de Laurent, du livre de Laurent, mais même le 100e, voilà. Voilà, nous n'en sommes pas là. Franchement, j'aimerais que tout le monde ici lise ce roman. Tristan, vous êtes évidemment d'accord. Nous n'avons pas parlé ou peu évoqué la question de l'écriture, mais avec un petit peu avec la question de Jean-Yves, ici présent, et qui est aussi un auteur de La Maison, Le Temps qu'il fait. Si vous me permettez donc un peu de patience, je vais faire 5 minutes de lecture, parce que vous m'avez demandé tout à l'heure, vous m'avez dit, moi je suis toujours un peu peur de lire, donc voilà, je vous propose de lire non pas les 2 passages, mais un seul, et peut-être le dernier si vous êtes d'accord. Mais je vais vous demander quand même, Daniel, de préciser à quoi se réfère. Donc c'était, on est sur ce chapitre, c'est ça? Oui, alors n'hésitez pas trop, hein, quand même. C'est ce qu'on avait dit, ouais, c'est ça, à partir de là. Oui, mais est-ce que vous pouvez le contextualiser? Oui, je reviens à ce dont je parlais à propos des petites choses fabriquées par les déportés. Et donc, il m'avait tellement ému quand j'ai découvert Évidemment, on sait bien que les déportés collectionnent, cachent des tas de choses et tout, mais là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a ému. Donc, ouais.
Oui, elles sont. Oui, d'ailleurs, c'est dans le texte, hein, mais c'est encore dans l'espèce de grande tournée de l'Allemagne nazie qu'elles sont en train de faire dans des wagons de déportation ou dans les conditions les pires. Enfin, c'est vraiment à travers des villes bombardées. C'est absolument effrayant. Donc c'est dans ce contexte que Gilberte rêve à travers des objets, elle essaie de fabriquer une sorte de soi, d'identité de secours, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, il faut dire que cette dernière partie du livre m'a vraiment convaincu qu'il fallait que vous soyez avec nous aujourd'hui, enfin à cette occasion, puisque bon, moi j'avais vu déjà en 2012 une version de cet opéra, la création en fait en Europe, enfin la création au monde, hein, à Bregenz et cet opéra, bon on le sait, enfin pour ceux qui l'ont vu, donc la partie la plus émouvante, la plus forte, enfin c'est cette présence des femmes à Auschwitz et la solidarité, voilà, qui est cette solidarité qui est dans la dernière partie de votre livre une chose très très émouvante, voilà, et donc je vous remercie. Après la lecture, on s'arrêtera, on applaudira et puis vous ferez des signatures. 17 septembre 1942. Le train de prisonniers entra au matin dans la ville de Karlsruhe. Karlsruhe ou ailleurs, cela ne faisait pas de différence pour les condamnés à mort, dont la peine avait été commuée en déportation NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard, annihilés. Un effacement de la personne physique et légale que définit le maréchal Keitel dans un décret du 7 décembre 1941. Les prisonniers disparaîtront sans laisser de traces. Chaque geôle se valait, la même fouille au corps, le même dénudement sous les regards jusqu'à la destination encore sans nom. Plus loin, les portes de la nuit s'ouvraient sur une plaine enneigée, la Pologne. D'une prison à l'autre, Gilberte transportait des petits riens planqués dans des ourlets, épingles, feuillets roulés, micro-poupées, fragments de rouge à lèvres. Elle se les serait cousus dans la peau si elle l'avait pu. Elle gardait sur elle des parcelles de vie rapportées de la vie d'avant, bientôt réduites à l'os à force de mourir de faim. Elle était un chaperon rouge qui venait d'entendre la sentence du loup. Le juge suprême m'a confirmé votre condamnation à mort, vous serez envoyé en Allemagne en attendant que votre sort soit tranché. C'étaient les mots du directeur de la santé. Elles avaient été éparpillées. Gilberte espérait retrouver Francine. Quelle naïveté de croire qu'il nous garde groupés à faire juger pour qu'on se sente moins seul. Combien d'entre eux avaient-ils échappé à la condamnation? Van Oren, peut-être? Van Oren? Van Oren, peut-être, puisqu'on ne l'avait pas vu au procès, passé entre les mailles, en fuite vers l'Espagne, espérait-elle. La jeune Marianne, son frère René, sur lesquels ne pesait aucune charge, rentraient en Bretagne pour veiller sur leurs jeunes frères et sœurs. Tous les autres, la mort, parfois plusieurs fois la mort, comme pour le père Mahé. Les pilotes? En Pologne. Ils y crèveraient de faim de la même façon, entre pilotes. Ils y rêveraient d'évasion légendaire. Pour elle, lettre de papier Gilberte, nourrie des souvenirs de la Nantaise Henriette de Belzic, membre du groupe Vandernoot et du réseau de renseignement d'Estiendorf. Pour elle, donc, l'évasion était dans les souvenirs de soi. Petites choses amassées, confisquées, amassées encore, et lettre de papier qu'est Gilberte. Elle avait, en quittant la France, placé tout son chagrin dans ses brindilles, des brimborions où se ramassa l'immensité du pays perdu et l'espoir fou d'y revenir. Rien ne rendra compte de l'amour des choses quand on n'est plus qu'une chose sur le sol nu d'une cellule ferroviaire et que le temps des déportés, Nacht und Nebel, traverse une ville de granit rose disloquée, Karlsruhe. Massée autour des couvertures étroites du convoi de prisonniers, elle regardait, au pluriel, elle regardait interdite le spectacle de la ville. Un long couloir de ruines que traversait le train, et tout au bout, la prison de granit, intacte, seule debout, comme une Versailles dévolue au transit des déportés vers la grande ténèbre. On aurait pu croire que la guerre était finie, que la débâcle ennemie était là, visible, mais on était seulement le 17 septembre 1942, et cela ferait encore beaucoup de nuits
et beaucoup de brouillard, encore. Karlsruhe n'était que la première étape. Droite dans ses ruines, la prison écarquillée regardait autour d'elle l'éboulis de ville. Leurs objets leur avaient été retirés, comme au départ de la Santé, où il avait fallu se laisser palper par la chef de la première division. Ainsi, Gilberte Carman chauchosait. Elle avait quitté la Santé sans un fil à coudre sur elle. Rien non plus n'était possible à Karlsruhe que l'on quitta en mangeant tout ce qu'on avait de mangeable pour voyager léger, dans ce tour d'Allemagne salué par les mêmes chiens, les mêmes policiers, les mêmes punaises. On n'avait rien à répondre à cette férocité qui était une façon de code de politesse en usage dans les palais du chaos, et à chaque ville dévastée par les Lancaster, les mêmes morsures de chiens, la même prison ahurie dans un champ de ruines, et rien, pas une chose à choser, pas d'objet comme une pelote de laine ou un dé, rien à secouer dans un ourlet pour donner à la petite fille qui est dedans soi. Cette gaminerie pour abaisser la terreur en elle, Gilberte y avait un peu résisté, tout au long de sa traversée du Reich en cellule roulante où, collées aux fenêtres comme au cinéma, les femmes regardaient passer les ruines de l'Allemagne. Mais on était seulement en septembre, en octobre, en novembre 1942. Ce n'était pas la fin, même pas le début de la fin. Et cela faisait encore de belles soupes aux eaux putrifiées, beaucoup de douches sous les regards des choupeaux. Et trop de dénûment pour cacher le moindre fil à coudre. Il fallait pourtant s'accrocher à cette idée simple, à ce principe élémentaire de survie. Si l'on ne revenait pas à la fillette qu'on avait été, on ne reviendrait pas. Francfort, Koblenz, Cologne, Düsseldorf, Anrath, Duisbourg, Hanovre, Hambourg. Elle n'avait jamais lu que la guerre pouvait ressembler à cet enfoncement lent dans un océan de décombres. Elle cherchait dans ces ruines la preuve de la puissance du Reich. Elle ne voyait qu'une flamme malsaine dans les yeux des policiers en uniforme vert, le rictus des surveillantes ivres, ces regards qui vous scrutaient sous la douche. Le 17 novembre, comme le convoi approchait Lübeck, elle pensa « Voilà 2 mois que je voyage sans vêtements et j'ai traversé toute l'Allemagne du sud au nord sans rien à me mettre. La voilà, la puissance du surhomme. Il l'a prouvé quand il peut nous voir efflanqués, nus sur un quai de gare. » Elle tenait un peu de fil. D'abord un brin de laine chapardé pour coudre l'une à l'autre les journées et le chagrin, la douleur et la durée. Ce serait sa guerre, pas seulement subir l'œil des choupeaux, mais coudre instant après instant de quoi se couvrir, de quoi se protéger du brouillard. Et puis, à l'étape de Duisbourg, on était rejointe par des Françaises, parmi lesquelles la femme qu'on remarquait jadis à ses couvre-chefs excentriques, fesses bleues ou toque grenat, maintenant tête nue et rasée, Francine. Voilà, merci. Voilà, merci. Vous venez d'écouter Daniel Morvan, auteur de À quoi rêvent les martyrs, aux éditions Le Temps qu'il fait, à la librairie Ombre Blanche le 29 janvier 2026. Daniel Morvan a aussi publié récemment chez cet éditeur le roman La main de la reine sur les fées Morgane. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.